Bonjour à tous et bienvenue à la correction de la section 4.2 du livre Séguin de mécanique. Donc, on passe ça avec 4.2.3. En A, vous avez le schéma devant vous. On demande ce qu'indique le dynamomètre. Donc, on va commencer par un schéma des forces. C'est vraiment la première étape là, dans un exercice de ce type-là. Alors, ma tige, elle est comme ça. Elle subit une force gravitationnelle qui s'applique en plein centre de la tige. Donc, je vais dessiner comme ça, dans cette direction-là. Je vais tout dessiner les flèches, puis après ça, je vais les nommer, là, juste parce que j'ai mon mode ligne en ce moment. J'ai une tension dans la corde qui est créée par le dynamomètre, qui est à peu près ici, comme ça. J'ai mon pieu en gris qui supporte la tige. Ça, on peut dire que c'est essentiellement une force normale. Force normale ou force de support, on pourrait l'appeler comme on veut, là, mais bon, moi je vais l'appeler force normale. Puis j'ai mon bloc A qui tire vers le bas encore une fois sur l'extrémité un peu plus à gauche là, de ma tige. Bon, ça ce sont mes forces. On va maintenant les nommer là, pour pas qu'on se mêle. Ça c'est ma normale. Ça ici c'est la tension, donc c'est la corde de droite là, qui tire par l'entremise de mon dynamomètre. Donc mon dynamomètre essentiellement il va indiquer la valeur de la tension qui est là. Fait que le but en A, dans le fond, c'est de venir trouver cette valeur de tension-là. La flèche du centre, ça, c'était la force gravitationnelle de la tige. Puis, du côté gauche, la dernière force, c'était la force gravitationnelle du bloc A. Hein, parce que comprenez que le bloc A, il y a une masse, il subit une force gravitationnelle et il va transmettre cette force gravitationnelle-là à la tige par l'entremise de la corde. Donc, je vais l'appeler force gravitationnelle, mettons, du bloc A. Va essentiellement juste être égal à mg, là, avec la masse du bloc A, essentiellement. Donc, ça, c'est ma situation. Première chose qui va me simplifier beaucoup la vie, là, ici, je veux un équilibre de rotation et de translation un peu plus tard. Mais donc, ça me prend un axe de rotation. Et l'axe de rotation, c'est très pratique de la mettre à un endroit où est-ce qu'on ignore c'est quoi la force à cet endroit-là et que j'ai pas nécessairement besoin. Dans ce cas-ci, pour le A, je vais mettre mon axe de rotation ici, vis-à-vis ma force normale, parce que, comme je viens de le mentionner, je ne connais pas ma force normale et ce n'est pas vraiment ça que je cherche pour répondre à ma question A. Fait que je la mets là, vous allez voir ce que ça va donner dans la résolution. Donc là, après ça, pour répondre à mon A, je cherche la valeur de tension. Donc, ce que je peux faire, c'est écrire ma condition d'équilibre de rotation. Ça, c'est ça ici. Somme des moments de force doit être égale à 0 et j'ai un moment de force à calculer par force que j'ai identifié sur la tige. Donc, je vais avoir un moment de force de FG bloc A, plus le moment de force de la force gravitationnelle de la tige, plus le moment de force de la normale, plus le moment de force de la tension, égale à 0, comme ça. Et là, je vous rappelle, si vous avez la feuille de formule pas loin, vous l'avez là, mais mettons que vous ne l'avez pas, je vous donne l'équation dans le Séguin. Donc, la façon de calculer le moment de force taux, ben, c'est plus ou moins la grandeur de la force fois la distance R qui sépare la force de l'axe de rotation, multiplié par sinus de phi, où est-ce que phi, c'est l'angle entre R et la force F. Et donc, je reviens à ma force normale. La raison pour laquelle j'ai mis mon axe de rotation sur la force normale, c'est que le petit r, dans le cas de la force normale, ça vaut 0. Parce que la distance entre la force normale et l'axe de rotation, c'est 0. Donc, mon moment de force normale, ben, ça vaut 0. Je peux tout simplement l'enlever. C'est pour ça que ça me simplifie un peu la vie. Sinon, il aurait fallu que je commence par trouver la valeur de la force normale, mais là, j'aurais pas pu parce que je connais pas non plus la tension. Ça aurait été plusieurs équations avec plusieurs inconnus. Ça aurait fonctionné quand même. Mais si on le fait comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Là, ça fait que je vais directement arriver à une réponse là, pour identifier ma tension. J'en profite aussi pour vous rappeler le sens de rotation positif qui est anti-horaire. Ça veut dire que si la force a tendance à faire tourner la tige en sens anti-horaire, il faut mettre le signe positif là, dans le moment de force. Sinon, si c'est en sens horaire, ben, on mettrait le signe négatif pour le moment de force. Donc, force gravitationnelle du bloc A, ça ferait, ça tirerait comme à gauche de mon axe de rotation, donc ça aurait tendance à faire tourner dans ce sens-là ma tige. Donc, ça c'est le sens anti-horaire. Fait que pour moment de force de la tige, on va mettre le plus.
Grandeur de la force, ben là, c'est masse de A fois G, fois petit r. Petit r, c'est la distance entre l'axe de rotation et ma force. Donc là, ici, je vais le mettre en rouge, je vais l'effacer dans un instant. Donc, c'est cette distance-là, essentiellement, que j'ai de besoin. Fait que là, pour trouver cette distance-là, il faut qu'on regarde l'image qui est à la page 472, là, qui est votre schéma de la situation. Et vous voyez que votre règle, votre tige de 1 mètre, elle est séparée en petites sections qui sont soit jaunes, soit oranges. Chacune de ces sections-là, ben, il y en a 10. Donc, ça veut dire que chaque section vaut 10 cm. 10 sections de 10 cm, ça donne une longueur totale de 1 mètre. Ça vient de là. Et là, donc, vous voulez compter le nombre de petites sections qui séparent le bloc A de l'axe de rotation, qui est là où est mon pilier en gris, si vous voulez. Donc, on compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 sections. Donc, ça veut dire que la disse R pour la force gravitationnelle du bloc A, ben, ça va être 50 cm. Donc, c'est 0. Oups. On va revenir en noir. Ça va être 0,5 mètres. Ensuite, on fait fois sin. Dans ce cas-ci, c'est 90 degrés, hein, parce que l'angle entre R et FG, comme je viens de le dessiner, ben, c'est 90 degrés. Voilà. Fait que ça, c'est pour mon moment de force de FGA. Je vais juste effacer un petit peu. Voilà. Après ça, on passe au moment de force fait par la force gravitationnelle. La force gravitationnelle de la tige, ben, elle aussi, elle aurait tendance à faire tourner ma tige comme ça, en sens anti-horaire. Donc, j'ai un signe positif à mettre pour le moment de force de la force gravitationnelle. C'est égal à masse de la tige fois G fois petit r. Là, attention, le petit r n'est pas le même. Là, dans ce cas-ci, j'ai besoin de ce petit r-là, qui est la distance entre le centre de la tige et l'endroit où est situé mon pilier en gris. Hein, parce que la force gravitationnelle d'une tige, ça s'applique dans son centre de masse, dans le centre. Fait que là, il faut que tu partes du pilier gris, puis que tu te rendes jusqu'au centre de la tige. Fait que le centre de la tige, ben, c'est dans le centre. Hein? Fait qu'il faut que tu ailles 5 petites sections jaunes ou oranges du côté gauche et 5 du côté droit pour trouver ton centre. Un coup que tu trouves ton centre, après ça, tu comptes le nombre de sections qui te séparent du pilier gris. Il y en a 2. Donc 2, c'est 20 cm. En mètres, c'est 0. Voyons, encore la même erreur. C'est 0,2 mètres. Multiplié par, encore une fois, sin de 90, parce que l'angle entre FG et ma distance R, c'est 90 degrés. Voilà. Facile. OK. Mon moment de force de la force normale, comme on a dit, ça vaut 0, car R égale à 0 pour ce moment de force-là. Ensuite, la tension dans la corde. Là, déjà, la tension dans la corde, vous voyez, ça aurait tendance à faire tourner la tige en sens horaire. Fait que là, pour le moment de force de la tension, il faut que je le mette négatif. Grandeur de la tension T, qui est mon inconnu ici, multiplié par petit r. Dans ce cas-ci, le petit r, ça va être cette distance-là. Hein, la distance qui sépare T de l'axe de rotation. Donc là, vous regardez votre schéma. Ici, je pense que c'est assez clair. Là. Il y a deux petites sections qui séparent le pilier gris de la corde où est placé le dynamomètre. Donc, c'est 0,2 mètres, encore une fois, multiplié par sin de 90 pour la même raison que tantôt. J'ai un angle de 90 ici. Tout ça égale à 0. Voilà. Et là, donc, ce que je veux faire, ben, c'est remplacer mes valeurs et venir isoler la tension T. Donc, la masse de mon bloc A, c'est 300 grammes. On met en kilos pour que ça fonctionne avec les bonnes unités. Donc, 0,3 fois 9,8 fois 0,5. Sin de 90, ça donne 1. Hein? Fait que je vais juste pas réécrire sin de 90 parce que ça ne change rien à mon calcul. Je peux juste l'enlever. La masse de la règle, c'est 100 grammes. Donc, c'est 0,1 fois 9,8 fois 0,2. Sin de 90, ça donne 1. La tension dans la corde, c'est mon inconnu, fois 0,2 égale à 0. Bon. Je ne ferai pas toutes les étapes d'algèbre au long. Je vous donne la réponse. Vous isolez le T dans la ligne précédente. Et ça devrait vous donner 8,33 newtons. Et c'est ma réponse pour le A. Après ça, pour le B, on nous demande de venir trouver la force qui est faite par le support gris sur la règle. Fait que dans le fond, moi, cette force-là, je l'ai appelée normale. Bon, si vous y avez donné un nom différent, genre force extérieure ou force de support, c'est correct. C'est cette force-là qu'on vient chercher.
Fait que là, évidemment, cette force-là, je ne serai pas capable de la trouver en faisant ma somme des moments de force selon l'axe de rotation que j'ai utilisé, parce que ça donnait 0. C'est d'ailleurs ça que j'ai utilisé comme raccourci pour le A. Donc, l'autre condition que je dois aller appliquer pour trouver ma normale, ben là, c'est comme on faisait au chapitre 2 en dynamique. Donc, on va faire l'équilibre de translation en Y, c'est-à-dire que somme des forces en Y doit être égal à 0. Hein. Je ne veux pas avoir d'accélération en Y, donc égal à 0. Et là, somme des forces en Y, ça va être très simple, hein, parce que ici, toutes mes forces sont purement verticales. Je vais prendre un axe Y vertical. Donc, les forces qui pointent vers le haut, on les prend positifs. Les forces qui pointent vers le bas, on les prend négatives. La seule force positive vers le haut, c'est ma normale. Les trois autres vont être négatives. Donc, j'ai normale moins force gravitationnelle du bloc A moins force gravitationnelle de la règle moins la tension dans la corde avec le dynamomètre égale à 0. Donc, ma normale va être égale à masse du bloc A fois G plus masse de la tige fois G plus tension dans la corde. Et là, je connais tout ce qu'il me faut ici. Là. Masse du bloc, on avait dit 0.3 fois 9.8. Masse de la règle, c'est 0.1. 9.8, plus la tension que j'ai trouvée en A, qui est 8.33. On fait le calcul et on obtient donc la force normale, 12.25 Newton, et c'est ma réponse. Je passe ensuite au 4.2.4. Encore une fois, si vous avez le schéma sous les yeux, ça va vous aider à comprendre la situation. Donc 4.2.4, on va commencer par, comme tantôt, là, un schéma des forces. Donc, j'ai mon mur qui est ici. J'ai ma tige qui est comme ça. Et la tige, donc, va subir 4 forces. On a une corde à l'extrémité qui tire dans cette direction-là. Donc, ça fait une force de tension. J'ai une force gravitationnelle de la tige qui s'applique au centre de masse de la tige, donc en plein centre ici, comme ça vers le bas. J'ai encore une fois un bloc qui est suspendu à l'extrémité, donc ici il s'appelle B, mon bloc. Donc ça c'est celle-là. Puis finalement, j'ai une charnière qui est à l'extrémité droite de la tige, et cette charnière-là, comme on a vu en classe, ben, elle existe, mais tu ne peux pas vraiment prévoir d'avance dans quelle direction elle pousse ou elle tire. Bon. Des fois, là, quand tu es habitué de comprendre les schémas des forces, tu peux un peu faire une hypothèse qui est logique, mais parfois tu peux te trouver à te tromper sur ton hypothèse. Fait que, dans le fond, ce qu'on peut faire, c'est qu'on suppose une force de charnière dans une direction quelconque. Moi, j'ai utilisé cette direction-là pour la charnière, mais vous auriez pu utiliser une direction différente, puis ultimement, ça ne vous empêchera pas de faire votre problème. C'est juste qu'il faut reconnaître qu'il y en a une force de la charnière. Donc ça, c'est ma charnière, ici. Moi, je l'ai enlignée vers le gauche, vers la droite, juste parce que vers le gauche, vers le haut, pardon, juste parce que je me suis dit, ben, cette charnière-là doit équilibrer, si on veut, la force de tension qui, elle, est vers la droite. Mais ma charnière doit aussi équilibrer les deux forces qui tirent vers le bas. Fait que pour équilibrer ça, ben, je l'ai dessiné vers le gauche et vers le haut. C'est la logique. Mais encore une fois, c'est pas à toute épreuve. Des fois, on peut se tromper en utilisant ça. Là. Fait que c'est vraiment juste une hypothèse de départ. Mes deux autres forces, ben, c'est la force gravitationnelle de la tige qui est ici dans le centre. Puis finalement, j'ai ma force gravitationnelle du bloc B qui est ici. Je vais dessiner en même temps les angles parce que ça donne qu'on les a. Donc, mon angle alpha du schéma, il est ici, c'est 30 degrés. Et ben en fait, c'est le seul angle qu'on connaît. L'autre angle qui existe, mais qu'on ne connaît pas, c'est l'angle de la charnière. Donc, l'angle qui est ici, là, je vais l'appeler θ pour le moment. Je ne le connais pas, hein, parce que ça fait partie de mon hypothèse. Donc, je vais l'écrire en algèbre, là, donc θ, tout simplement. J'ai besoin d'un axe de rotation, évidemment, parce que je vais faire un équilibre de rotation et de translation. Donc, mon axe de rotation ici, le truc là, mettez toujours, tiens, je vais le faire en vert, ça va être plus facile à voir là. Mettez toujours votre axe de rotation sur la charnière. Quand vous avez une charnière, mettez votre axe de rotation là, parce que, ben, un peu comme on a fait au numéro précédent, mettre un axe de rotation sur une force que tu ne connais pas, et que tu n'as pas nécessairement de besoin au début, ça va vraiment te simplifier la vie quand tu vas faire l'équilibre de rotation. Fait que c'est ce que je vais faire ici. En A, on cherche la valeur de la tension dans la corde.
Donc, je veux faire somme des moments de force égale à 0. Ça, c'est mon équilibre de rotation. J'ai 4 forces, donc j'aurai 4 moments de force à additionner. Le moment de force de la tension, le moment de force de la charnière, le moment de force du bloc B qui transmet sa force gravitationnelle subie par l'entremise de la corde, puis le moment de force de la force gravitationnelle que la tige subit. Tout ça égale à 0. Et comme à l'exercice 4.2.3, qu'on avait un pilier puis l'axe de rotation, ben, la charnière ne fera pas de travail parce que pour cette charnière-là, la distance entre la force de la charnière et l'axe de rotation est nulle. C'est zéro. La force est directement appliquée sur l'axe de rotation, donc R pour la charnière. C'est zéro. Fait que tout ça s'en va. C'est ça l'idée là, de mettre l'axe de rotation sur la charnière. OK. Après ça, on va développer. Donc, toujours avec le truc que si tu as une force qui aurait tendance à faire tourner la tige en sens anti-horaire, tu le prends positif, sinon c'est négatif. Pour ce qui est de la tension, vous le voyez, la tension aurait tendance à faire tourner la tige en sens horaire. Donc, le moment de force de la tension, on va le prendre négatif. Grandeur de la force, c'est T. La distance petit r, c'est toute cette distance-là. Donc, c'est toute la longueur de la tige, parce que c'est ça la distance qui sépare la tension de l'axe de rotation. Et la grandeur de la tige, on ne la connaît pas pour le A. Le A se fait un peu en algèbre, si vous voulez, là, puis c'est dans le B qu'on va donner des valeurs. Fait que pour le moment, on le fait de façon algébrique. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais toute la longueur de la tige, comme vous voyez sur le schéma, on l'a appelé L majuscule pour longueur. Fois sin de l'angle entre la force et la distance R. La distance R, tantôt, je l'avais dessiné, c'est ça. Fait que c'est quoi l'angle entre la force de tension et la distance R? Ben, c'est cet angle-là, directement. 30 degrés. Remarquez qu'on aurait pu aussi prendre le prolongement de R et l'angle comme ça. Ça aurait été 180 moins 30, ça aurait été 150 degrés. Ça aurait donné le même résultat parce que sin d'un angle, ça donne le même résultat que sin de 180 degrés moins cet angle-là. Fait que, enfin, je vais utiliser 30 degrés, là, mais sachez qu'on aurait pu utiliser 150, puis il n'y aurait eu absolument aucun problème avec ça. Après ça, le moment de force de la force gravitationnelle de la tige, du bloc, pardon, ça aurait tendance à faire tourner la tige en sens anti-horaire, donc on va le prendre positif. Force gravitationnelle, bon, je vais écrire MB en fait, là. Masse fois G, ça c'est la force gravitationnelle, fois la distance qui relie l'axe de rotation et la force du bloc, c'est encore, tu sais, ma force est là, mon axe de rotation est à droite. Fait que ma distance, c'est tout ça encore. Là. Avec un angle, comme on peut voir ici, de 90 degrés entre la force et la distance. Fait que j'ai encore une fois une distance R qui vaut L fois sin de 90 degrés. Suivi de la force gravitationnelle de la tige. Donc là, ça va être masse de la tige fois G fois, là, attention, ma distance petit L, c'est ça. C'est la moitié de la longueur de ma tige. Je vais avoir un angle de 90 degrés par contre. Fait que la moitié de la longueur de ma tige, ça va être L sur 2 fois sin de 90. Ça n'a pas changé. Tout ça égale à 0. On va essayer de remplacer des choses là, quand je peux, bien entendu. Pas... Ben, en fait, non, c'est ça. Pour le A, on ne connaît rien. On cherche la valeur de la tension. La seule chose, dans le fond, qui va simplifier un peu mon calcul, c'est que les sines de 90, ça vaut 1. Fait que je peux juste les enlever. Il n'y a pas de problème. L'autre affaire, c'est le L majuscule. Vous voyez qu'il y a un L majuscule dans chacun de mes moments de force. Puis de l'autre côté de l'équation, c'est égal à 0. Ça veut dire que je peux diviser de chaque côté de l'équation par L majuscule. Ça va annuler celui-là, ça va annuler celui-là et ça va annuler celui-là. Fait que finalement, les L sortent de ma relation. Et là, tout ce qui me reste à faire, c'est d'isoler le T, la tension T qui est ici. Là. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je vais l'envoyer du côté droit de l'équation. Fait que je vais avoir un T qui est là. Je réécris le reste, c'est-à-dire MBG, sin de 90, ça donne 1, je ne le mets pas. Plus masse de la tige fois G, sin de 90, ça vaut 1.
je ne le mets pas. Oups, j'ai oublié le diviser par 2. Divisé par 2 ici, il reste là. En fond, c'est fois 1/2 ici, si vous voulez. Puis ensuite, parce que j'ai isolé t, il ne faut pas que j'oublie le sin de 30 qui était là. Donc, on divise tout ça par sin de 30. OK? Ah oui, c'est ça. Même le 30 degrés, techniquement, il donne seulement au B. Fait que si on veut le faire purement en algèbre, on ne connaît même pas techniquement l'angle de 30. Là. Fait que si on le faisait purement en algèbre, on mettrait sin de alpha. Ça ne change pas grand-chose, là, parce qu'en B, on va mettre la valeur. Là. Mais bon, ça serait ça, finalement, mon expression. Si je veux vraiment être têteux là, puis simplifier au maximum, ben, je vais mettre mon G en évidence au numérateur. Donc, masse du bloc B plus masse de la tige divisé par 2. Tout ça divisé par sin de alpha. Ça, c'est égal à ma tension. Et je pense que c'est comme ça qu'ils l'écrivent là, dans le solutionnaire qui est à la fin du livre. Donc, voilà. Ça, c'est mon expression en algèbre. Question B. Là, on demande, ben, on donne les valeurs. On donne une valeur de L, on donne la masse de la poutre ou tige, c'est synonyme, masse du bloc, et on donne le alpha. La question, c'est de déterminer le module et l'orientation de la force exercée par la charnière sur la poutre. OK. Fait que là, pour faire ça, va falloir faire somme des forces. Mais avant de faire somme des forces, regardez ce qu'on va faire. On va utiliser l'équation qu'on vient tout juste de trouver. Déjà, pour trouver, c'est quoi ma valeur de tension dans la corde? Parce que je vais en avoir besoin dans ma somme des forces. Maintenant que j'ai des chiffres, ben, je peux calculer tension. On commence par ça. Donc, 9,8 fois, ouvre la parenthèse, masse du bloc, c'est 10 kg, plus masse de ma poutre divisée par 2, qui est 5 kg, donc 5 divisé par 2. Tout ça divisé par sin de 30 degrés. Vous faites le calcul, vous devriez obtenir la tension de 245 newtons. OK, cool. Maintenant que ça c'est fait, je reviens à mon schéma des forces. Donc ça, ce sont mes forces. Donc, je vais devoir décomposer mes forces en X et en Y pour faire somme des forces en X égale à 0, parce que je veux qu'il n'y ait pas de force nette, je ne veux pas qu'il y ait d'accélération en X. Et même chose en Y. Somme des forces en Y va être égale à 0. Fait que mes deux forces gravitationnelles pointent vers le bas. Je n'aurai pas besoin de les décomposer parce qu'on s'entend, là, je vais prendre un système d'axe classique, là, X vers la droite, Y vers le haut. Mes forces de tension et de charnière, ça par contre, va falloir que je les décompose. Donc ma tension dans la corde, en X, je vais la décomposer comme ça. Ma force de charnière en X, je vais la décomposer comme ça. Puis en Y, pour ma tension, on va décomposer comme ça. Et pour la charnière, on va décomposer comme ça. Fait que, je vais juste réécrire. Bon. Fait que TX, TY, charnière en X, charnière en Y. Fait que vous voyez que pour ce qui est de la tension, je vais prendre la valeur de la tension que je viens tout juste de trouver, c'est-à-dire 245. Oups, pardon. 245. Et pour trouver Tx et Ty, ben, je vais faire 245 fois cos de 30, ça va donner Tx. 245 fois sin de 30, pardon, ça va donner Ty. Puis pour la charnière, ben, ça va être charnière fois cos de θ va donner Cx et charnière fois sin de θ va donner Cy. Ça, c'est la logique. OK? Fait que je vais aller l'écrire un peu plus bas au long. Donc, commençons par somme des forces en X. Je ne veux pas d'accélération en X. Je veux qu'on soit à l'équilibre de translation. Donc, je mets que c'est égal à 0. En X, j'ai seulement deux forces. J'ai Tx et j'ai charnière en X. Remarquez que charnière en X, je l'ai mis négative parce qu'elle pointe vers la gauche, donc à contresens de mon axe X. Tx, lui, c'était positif parce que ça pointait vers la droite. Donc, Tx, ça va être ma tension, 245, fois cos de 30, comme je vous ai montré sur le schéma. Et ma charnière, ben, ça va être une valeur que je ne décomposerai pas tout de suite pour le moment. Vous allez comprendre dans un instant pourquoi. Pour le moment, je vais juste continuer de l'appeler Cx. OK? Le but de ça, c'est, regardez mon équation, mon inconnu, c'est Cx, directement. Ça va être égal à 245 fois cos de 30. On fait le calcul, ça donne 212,2 newtons. Après ça, juste ici, je vais aller faire la même chose en Y. Somme des forces en Y, je veux que ce soit à l'équilibre, donc ce soit égal à 0, encore une fois. Donc là, je vais avoir TY positif parce que c'est vers le haut. Charnière
positif parce que c'est vers le haut. Puis j'ai mes deux forces gravitationnelles qui sont négatives parce qu'elles pointent vers le bas. Une pour le bloc B et une pour la poutre. Tout ça égale à 0. Donc en Y pour la tension, on fait 245 fois sin de 30. Ma charnière, je vais l'appeler juste CY. Je ne la décomposerai pas tout de suite. Dans un instant, vous comprendrez pourquoi. Moins masse du bloc B fois G, moins masse de la poutre fois G, égale à 0. Bon. Remplacer les valeurs, là, je ne réécrirai pas la ligne au complet. Là. Masse du bloc B, ça vaut 10. G, ça vaut 9,8 évidemment. Masse de la poutre, ça vaut 5. Remplacer les valeurs, isoler CY, vous devriez obtenir 24,5 newtons. Bon, pourquoi je ne les ai pas décomposés? Cx, comme j'ai dit tantôt, j'aurais pu l'exprimer en fonction de C et de l'angle. Bon, la raison pour laquelle je me suis arrêté là, c'est de comprendre que mon Cx, qui est ma composante comme ça, qui pointe vers la gauche, c'est 212,2. Après ça, j'ai mon CY, qui pointe vers le haut, qui vaut 24,5. Fait que je fais ça parce que tu te rends compte que finalement, ma charnière, qui a un module C, qu'on cherche, ben, ça va juste être l'hypoténuse du triangle que je viens de dessiner. J'ai un angle droit ici en bas à gauche. Puis mon angle θ, je vais pouvoir l'obtenir en faisant de la trigonométrie. Là. Donc, soit un sin, soit un cos, là, peu importe comment vous décidez de l'utiliser. Fait que je préfère passer par là. Je trouve que c'est plus simple que de décomposer là, CX, C en CX, puis en CY exactement dans mon équation. Remarquez que ça aurait fonctionné quand même, mais c'est pas le chemin que j'ai décidé d'utiliser ici. Fait que première chose, ce qu'on peut faire, ben, le module de ma force de charnière, ben, on fait juste Pythagore, c'est très simple. 212,2 carré plus 24,5 carré, racine de tout ça. Ça me donne un module de charnière de 213,6 newtons. Et pour ce qui est de mon angle θ, encore une fois, vous utilisez la trigonométrie que vous préférez. Là. Moi, je vais utiliser tangente. Tangente de θ, je sais que c'est égal à opposé, qui est 24,5, divisé par adjacent, qui est 212,2. Donc, tangente moins 1 de ma fraction, là, ça va me donner la réponse, c'est-à-dire 6,59 degrés. Et voilà pour le numéro 4.2.4. Je vais donc enchaîner ensuite avec le numéro 4.2.7, qui est quand même assez long à développer. Donc, comme vous voyez sur le schéma, c'est Albert qui se tient sur l'échelle. L'échelle est appuyée contre le mur et contre le sol. Donc, comme tantôt, on va commencer par un bon schéma des forces parce que ça part tout le temps de là. Je vais essayer de le faire un peu plus gros cette fois-ci là, parce qu'il y a beaucoup de force à venir dessiner. Donc, ça, c'est mon sol. Ça, c'est mon mur. Mon échelle, elle est quelque part comme ça, à peu près là. Donc, quelles sont les forces? Tout d'abord, comprenons que l'échelle est appuyée sur le sol. Donc, je vais avoir une force normale, perpendiculaire, comme ça. Elle est aussi appuyée sur le mur. Donc, je vais avoir une force normale perpendiculaire au mur qui pousse sur l'échelle dans cette direction-là. Je les nommerai après. Ensuite, on me dit dans l'énoncé qu'il y a du frottement avec le sol, mais il n'y en a pas avec le mur. Donc, je ne mettrai pas de frottement au mur, mais je dois en mettre au sol. Je vais le dessiner ici, comme ça. Mon frottement, comme ça, vers la droite. Pourquoi mon frottement est vers la droite et non pas vers la gauche? Ben, pensez-y. Il faut se l'imaginer dans notre tête. Mettons qu'on avait déposé l'échelle sur de la glace. Puis tu le laisses aller. Là. Dans quelle direction est-ce que le bas de l'échelle aurait naturellement envie de glisser? Vers la gauche. Hein, si on est sur la glace, là, l'échelle, elle se déplacerait comme ça, elle partirait vers la gauche. Mais le frottement, il veut empêcher ça. Donc, il veut s'opposer au bas de l'échelle d'aller vers la gauche. Donc, mon frottement, qui va être statique dans ce cas-ci, parce qu'on ne veut pas que ça glisse, ben, ça va être vers la droite. Après ça, j'ai la force gravitationnelle due à la masse de l'échelle. Ça, c'est en plein milieu de l'échelle, donc je vais le dessiner ici. Puis finalement, j'ai la force gravitationnelle qui est due à Albert qui se tient debout sur l'échelle, donc je vais le dessiner ici comme ça. Bon, parfait. On va les nommer avec les bons indices, juste pour être sûr qu'on ne se mêle pas. Donc, ma normale du bas, ça, je vais l'appeler normale que le sol fait sur l'échelle.
La normale avec le mur, je vais l'appeler normale que le mur fait sur l'échelle. Le frottement, bon, là, ici, je ne me tromperai pas, là, vu qu'il y en a juste un, mais, tu sais, normalement, là, ça serait la force de frottement statique euh, qu'il y a entre le sol et l'échelle. Dans le fond, ici, la seule raison pour laquelle j'écris quand même les indices, c'est que quand on va développer le frottement statique, il ne faut pas se mêler de normal, là, parce que il y a deux normales ici sur mon échelle. Il y a l'échelle contre le mur qui fait une normale, puis il y a aussi l'échelle contre le sol qui fait une normale. Donc là, moi, je m'intéresse au frottement avec le sol. Donc, je vais devoir, tu sais, mon FS max, là, mettons que je voulais le calculer, là, il faudrait que j'utilise la normale sol-échelle et non pas la normale mur-échelle, qui serait une erreur. Après ça, mes forces gravitationnelles, ben, j'ai force gravitationnelle de l'échelle et force gravitationnelle de Albert, qui est ici. Voilà, comme ça. Donc, première question en A, c'est de trouver le module de la force de frottement quand Albert est debout sur un échelon situé à mi-chemin entre le bas de l'échelle et le milieu. Donc, essentiellement, quand il est au quart de la longueur de l'échelle. Donc, pour faire ça, on va commencer par un équilibre de rotation. On aurait pu commencer aussi, remarquer, par l'équilibre de translation, parce que dans le fond, il va falloir faire les deux anyway. Mais j'aime bien commencer par l'équilibre de rotation. Et comme je vous avais mentionné, ça nous prend un axe de rotation. Mettez votre axe de rotation à un endroit que vous savez que vous n'aurez pas vraiment besoin de trouver la force dans l'immédiat. Dans ce cas-ci, je vais la mettre ici, en bas, parce que ça fait en sorte que je vais avoir deux moments de force qui vont valoir 0. La normale sol-échelle et la force de frottement statique sol-échelle. Ces deux-là vont valoir 0 parce qu'ils sont appliqués directement sur l'axe de rotation. Donc, moment de force, somme des moments de force, pardon, égale à 0. Ça, c'est mon équilibre de rotation. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 forces. On va les écrire, mais on s'entend, là, vous vous en doutez, les deux premières vont valoir 0. Donc, moment de force de normal sol-échelle, plus moment de force du frottement statique sol-échelle, plus moment de force gravitationnelle d'Albert, plus moment de force gravitationnelle échelle, plus moment de force normal mur-échelle. Tout ça égale à 0. Les deux premiers, comme on vient d'expliquer, on peut les mettre à 0, car petit r pour celle-là valent 0. Les trois autres, par contre, il va falloir les garder. On rappelle le sens de rotation positif, c'est anti-horaire. Donc, la force gravitationnelle de l'échelle, ça aurait tendance à faire tourner l'échelle, comme je viens de dessiner, en sens horaire. Donc, celle-là, la première, il faut que je la mette négative. Grandeur de la force gravitationnelle. Ah, c'est force gravitationnelle d'Albert en premier, excusez. Masse d'Albert fois G. Bon, c'est le même sens, hein, marqué, même sens. C'est comme ça aussi pour Albert et pour l'échelle. Donc, force gravitationnelle d'Albert, c'est MA fois G, fois petit r. Là, est-ce qu'on connaît la longueur de l'échelle? Oui, on dit 6 mètres. Je sais que ma force gravitationnelle échelle, donc le centre, il est ici, et on me dit que Albert est debout entre le début de l'échelle et le centre de l'échelle. Donc, ça veut dire qu'il est au premier quart de l'échelle. Hein? Donc, la moitié de la moitié, c'est le quart. Donc, le premier quart de l'échelle, ben, on va faire longueur de 6 divisé par 4, essentiellement. Ça va donner 1,5 mètres. C'est ça. Fois sin, là, ça me prend un angle. Attention, pas n'importe quel angle. J'ai besoin de l'angle entre ma distance R. Ma distance R, c'est ça que je viens de dessiner. Et moi, j'ai besoin de cet angle-là, ici. Okay? Je peux trouver cet angle-là facilement parce que je connais l'angle alpha, qui est l'angle ici, au sommet de mon échelle. Et cet angle-là et celui-là, ben, c'est deux angles qui sont totalement semblables. Hein? Donc, c'est la même valeur. C'est l'angle alpha qui m'est donné dans l'énoncé, c'est-à-dire 30 degrés. Je vais effacer tout ça pour ne pas trop polluer. Donc, sin de 30. Voilà. Après ça, on va faire moment de force de la force gravitationnelle échelle. Elle a le même sens de rotation, hein, comme j'avais dit tantôt, anti-horaire. Horaire, pardon, donc négatif. Masse de l'échelle fois G, fois
la distance petit r. Dans le cas de l'échelle, mon r, c'est ça. C'est toute la moitié de l'échelle. Puis mon angle, c'est cet angle-là, qui est encore mon angle alpha, qui vaut 30 degrés. Donc, on va faire fois 6 divisé par 2. Ça, c'est ma longueur. Hein? C'est la moitié. Fois sin de 30. Après ça, le moment de force fait par la normale par le mur. Cette normale-là, si tu regardes la force, elle aurait tendance à faire tourner l'échelle en sens anti-horaire. Donc, celle-là, on va la prendre positive dans la somme des forces, des moments de force, pardon. Donc, plus la normale mur-échelle, que je ne connais pas, c'est mon inconnu ici, multiplié par la distance petit r. Dans ce cas-ci, la distance petit r, je pars de l'axe de rotation et je m'en vais jusqu'au bout de l'échelle. Donc, c'est toute la longueur de l'échelle. Donc, c'est 6 fois sin, encore une fois de 30, pour la même raison, ben c'est l'angle ici. Non, et là, j'ai tabarouette, j'étais en train de faire une grosse erreur. Pardon, on recommence. Donc, ma distance R, c'est cette distance-là, et moi, je veux l'angle entre R et la force normale, qui est ça. Ah, cet angle-là, c'est pas 30 degrés. Je sais que ça ici, c'est 30 degrés, donc, mon angle par rapport à l'horizontale, ça va être 90,30, c'est-à-dire 60 degrés. Hein? Failli faire une grossière erreur. Bon. Sin de 60. Voilà, vous avez rien vu. Égal à 0. Bon, mon seul inconnu dans cette équation-là, c'est la force de normale, mur, échelle. Parce que, bon, je peux bien l'écrire, là, masse de Albert, c'est donné, c'est 90 fois 9,8. 6 quarts, ça donne 1,5. Sin de 30. Moins masse de l'échelle, qui est 20, fois 9,8, fois 3, fois sin de 30, plus normal, échelle, fois 6, fois sin de 60. Voilà. Fait que là, vous le voyez bien, là, mon seul inconnu, c'est ma normale. Donc, on isole normal, mur, échelle. Je vous épargne les détails. Vous devriez être en mesure de trouver 183,9 newtons. Très bien. Donc, j'ai trouvé ma force normale avec le mur. Mais c'est pas fini, parce que la question en A, c'est trouver le module de force de frottement au sol. Fait que j'ai tout fait ça, dans le fond, juste pour aller chercher ma normale, qui est horizontale. Après ça, ce qui me reste à faire, c'est de venir trouver mon équilibre de translation. Donc, en X, je veux pas que mon échelle accélère. Hein? Donc, je veux qu'elle soit à l'équilibre, donc je veux pas de force nette en X. Donc, somme des forces en X doit être égale à 0. Et là, si vous regardez le schéma, j'ai juste deux forces en X finalement. J'ai ma force de frottement statique avec le sol, qui est positif parce que si je prends un système d'axe comme ça, là, X vers la droite, Y vers le haut, ben, force de frottement statique sol-échelle, puis j'ai ma normale, mur-échelle. Normale, mur, échelle, égale à 0. Donc, ma force de frottement statique sol-échelle égale la normale mur-échelle. Donc, c'est égal à 183,9 newtons. Voilà. Donc, ça, c'est mon module de force de frottement. Là, ne vous trompez pas entre ma force de frottement sol-échelle et la force de frottement sol-échelle max. C'est pas le max que je viens de trouver. C'est juste une valeur de force de frottement statique qui ferait en sorte que dans la situation présente, ça tienne à l'équilibre. C'est pour ça là, que ici, je ne l'ai pas remplacé par quelque chose comme mu S fois normal sur l'échelle. Si j'avais voulu trouver la valeur max, c'est ça que j'aurais fait. Mais là, j'en ai pas de besoin parce que j'ai pas besoin de la valeur max. J'ai juste besoin de contrebalancer la valeur de normal mur échelle. OK? Donc, ça, c'est pour le A. Pour le B, ça va changer. Pour le B, déterminer la position de l'échelon le plus haut sur lequel Albert peut se tenir sans que l'échelle ne glisse. Là, ça change les choses par contre. Parce que ce qui se passe, c'est que là, on va supposer que Albert n'est pas à la position qu'on avait utilisée en A. Donc ici, là on suppose qu'il n'est pas là. On suppose qu'il est à une autre place.
Puis qu'à cette place-là, le long de l'échelle, évidemment, ça ne change pas, à cette place-là, ben, il est sur le bord de glisser. Donc, il est vraiment à sa limite. Il ne glisse pas encore, mais proche. Fait que pour trouver cette limite-là, ben, j'ai besoin de savoir c'est quoi ma force de frottement statique limite. Donc, c'est là que j'ai besoin de mon FS sol, échelle, max. Ça fait beaucoup d'indices, là, mais... Donc, c'est là que j'en ai besoin de ça. Puis ça, c'est égal à mu S fois la normale sol, échelle. Parce que ça, c'est l'équation fondamentale du frottement statique max. Fait que là, pour calculer ça, force de frottement statique max, ben, j'ai tout d'abord besoin de ça. Ma normale sol-échelle, que je ne connais pas. Je ne l'ai pas trouvé en A encore. Fait que là, je vais faire un détour. Je vais le faire ici. Pour trouver la normale sol-échelle. Pour trouver ça, ben là, je vais aller appliquer la somme des forces en Y qui est égale à 0. Hein? Parce que en A, j'ai appliqué somme des forces en X qui est égale à 0, mais je n'avais pas fait somme des forces en Y égale à 0. Donc, j'ai aussi une obligation d'avoir un équilibre de translation en Y. Donc, c'est pour ça que j'écris somme des forces en Y égale à 0. Si je reviens à mon schéma, j'ai 3 forces en Y. J'ai la normale sol-échelle. J'ai FG de Albert, qui n'est pas à cette position-là, mais qui va quand même pointer vers le bas. Et la force gravitationnelle faite par le poids de l'échelle. Donc, j'ai ces 3 forces-là. Ma force normale sol-échelle, elle va être positive parce qu'elle pointe vers le haut. Les deux autres, les deux forces gravitationnelles vont être négatives parce qu'elles pointent vers le bas. Donc, masse d'Albert fois G, moins masse de l'échelle fois G égale à 0. Je peux remplacer mes valeurs. Normal sol échelle, c'est mon inconnu. Moins masse d'Albert, 90 fois 9,8. Moins masse de l'échelle qui est 20 fois 9,8 égale à 0. Isolé, normal, sol, échelle. Et vous trouvez 1078 newtons. Cool. Je prends ça. On vient mettre ça dans FS max. Donc, on me donne le coefficient de frottement. Excusez, échappé mon crayon. Coefficient de frottement de 0,3. Donc, 0,3 fois ma normale sol échelle qui est 1078. Ça va donner un FS max qui est égal à 323,4 newtons. Cool. Qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que j'ai pas fini, là. C'est là que j'ai trouvé FS max. La question, c'était déterminer la position de l'échelon le plus haut sur lequel Albert peut se tenir sans que l'échelle glisse. Donc, en A, j'avais fait déjà somme des forces en X. Et j'avais démontré que ma force de frottement, pour pas que l'échelle glisse, là, il faut que ma force de frottement vienne contrebalancer ma normale mur-échelle. Ça reste vrai. C'est juste que pour le B, mon frottement, c'est plus 183,9. Non, parce que je suis sur le bord de glisser. Donc, j'ai un frottement FS max de 323. Fait que si je... Techniquement, on pourrait réécrire la somme des forces en X, blablabla, mais vous allez rapidement vous rendre compte que mes deux seules forces, ben, c'est FS sol échelle max, moins normal mur échelle. Puis là, FS max, ben, c'est 323,4. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que ma normale mur échelle doit être égale à 323,4. Comprenez, on a comme fait le chemin inverse. J'ai trouvé mon frottement maximal en premier. Ça me dicte, donc, c'est quoi ma normale maximale que je peux aller chercher avec le mur. Et à partir de cette normale maximale-là, là, je recommence l'étape 1 du A, c'est-à-dire somme des moments de force doit être égal à 0 hein, pour maintenir mon équilibre de rotation. Là, je ne réécrirai pas tout au long, là, parce que ça va être long pour rien, là, mais mes deux premiers moments de force, là, ça ne change pas. Ça continue de valoir 0 parce que mon axe de rotation n'a pas bougé. Mon moment de force gravitationnel sur Albert, lui, il va changer de place. Fait que je vais le réécrire un peu différemment. Mon moment de force, échelle, ça ne change pas parce que je n'ai pas changé la masse de l'échelle, je n'ai pas changé le centre de masse. Mais
Ensuite, ma normale, mur-échelle, ça a changé. Parce que j'ai changé la valeur de la normale. Donc, je vais réécrire ça comme ça. Je vais avoir mon moment de force fait par force gravitationnelle d'Albert, plus force gravitationnelle de l'échelle, plus moment de force par la normale mur-échelle. Égal à 0. OK. Force gravitationnelle d'Albert, ça ne change pas le sens, ça reste négatif. La grandeur de la force ne change pas non plus, c'est toujours la masse d'Albert fois G. Par contre, ce qui change ici, c'est qu'il change de position. Et c'est ça, mon inconnu. C'est cette position-là. Hein? La question, c'est à quel endroit il peut se tenir au maximum sans glisser. Donc, elle est là, mon inconnu. C'est le RA que je cherche. Fois sin de 30. Parce que bien que la force a changé de position, elle n'a pas changé de direction. Elle continue de pointer vers le bas. Donc, je vais encore avoir un angle de 30 degrés entre le R et la force gravitationnelle Albert. Force gravitationnelle de l'échelle, elle, c'est telle quelle la même chose, donc j'ai rien besoin de changer. Donc, c'est la masse de l'échelle fois G fois 3, hein, qui était la distance entre le bas, qui est l'axe de rotation, et la force, fois sin de 30. Ça, c'est tel quel, pareil. Ma normale, ça c'est positif, donc normale mur-échelle, fois petit r. La normale mur-échelle est encore à l'extrémité de l'échelle, donc c'est fois 6, fois sin, même angle que tantôt, parce que ça n'a pas changé de direction, donc c'est sin de 60. Égal à 0. Ok, on va réécrire ce que je peux. Donc, masse d'Albert, 90, fois 9,8. Mon inconnu, c'est RA, là, la position qu'Albert peut se placer. Là. Sin de 30, moins masse de l'échelle qui est 20, fois 9,8, fois 3, fois sin de 30, plus ma nouvelle normale mur-échelle qui est 323,4, fois 6, fois sin de 60, égale à 0. On isole RA. Je vous épargne toutes les étapes d'algèbre au long, là. On isole RA et c'est ma réponse. Ça donne 3,14 mètres. Ouf! Gros problème, ça. Ouais. On a survécu. Prochain et dernier numéro que je ferai ici, c'est le numéro 4.2.8 qui se fait 100% en algèbre. Ici, il n'y a pas de chiffres, donc on fait tout 100% en algèbre. Donc, j'ai un carré. Je vais essayer de le dessiner carré, mais j'y vais très à peu près. Bon, on s'imagine que c'est carré. Quelles sont les forces qui agissent sur le carré ici? Ben, j'ai une force gravitationnelle qui part du centre de masse de l'objet. Donc là, mon centre de masse, ben, c'est le centre du carré. Et qui pointe comme ça vers le bas. J'ai une corde qui est ici au sommet de mon carré. Puis j'ai une charnière. La charnière qui est en bas ici et qui, encore une fois, pointe dans une direction que je ne connais pas. Mais on va approximer une hypothèse qui est logique. Donc, je l'enligne vers le haut, vers la gauche, parce que je veux contrebalancer la force de tension et à la fois la force gravitationnelle. Fait que c'est une hypothèse, mais bon. De toute façon, la réalité, c'est que pour cet exercice-là, j'aurais pas vraiment besoin d'aller trouver c'est quoi la charnière. Fait qu'on la met juste pour la forme. Donc, j'ai ma tension dans la corde ici, j'ai ma charnière et j'ai ma force gravitationnelle. Mon axe de rotation, vous connaissez le truc, mettez-la sur la charnière. C'est ça qui fait que je n'aurai pas besoin d'aller la calculer. Parce que je vais faire une somme des moments de force égale à 0. Fait que là, lui, charnière, ben, ça ne fera rien. Si vous mettez votre axe de rotation ailleurs, notez que vous avez le droit de faire ça. Ça va être plus long. Parce que là, vous allez devoir faire des détours. Vous allez devoir commencer par trouver la valeur de la force de charnière pour ensuite la plugger dans une autre équation pour venir isoler la force. C'est la tension qu'on cherche ici? Oui, c'est la tension. Fait que c'est un détour. Ça ne vous empêchera pas de faire le problème, mais ça va être beaucoup plus long. Fait que moi, je le fais comme ça. Bon, attention que si vous regardez le schéma, la tension dans la corde, on donne son angle par rapport à l'horizontale. Fait que ça veut dire que je retrouverai le 30 degrés ici.
Okay, ça, c'est juste alterne-interne avec l'angle qui est montré là, sur le schéma dans le livre. Donc, évidemment, tout ça tient à l'équilibre. Donc, si ça tient à l'équilibre, je sais que je dois respecter la condition d'équilibre de rotation, qui est cette chose-là ici. J'ai 3 moments de force à calculer, celui de la tension, celui du poids et celui de la charnière. Étant donné que j'ai mis mon axe de rotation directement sur la force de charnière, ben, ce truc-là vaut 0, car la distance R pour la charnière, ça vaut 0. Donc, on l'enlève. Ça simplifie beaucoup. Je rappelle le sens de rotation positif qui est anti-horaire. Fait que ma force de tension dans la corde, ça aurait tendance à faire tourner mon carré en sens horaire. Donc, tension, je la mets négative. Moins la force de tension fois la distance petit r. Là, ça se corse un petit peu parce que les distances petit r ici, il faut y réfléchir. La distance petit r, c'est la distance entre mon axe de rotation et l'endroit où est appliquée ma force de tension. Fait que dans ce cas-ci, c'est ça. C'est égal, donc, à un côté de mon cube. La taille de mon cube n'est pas donnée. Donc, je peux lui attribuer la lettre que je veux pour y utiliser un C ou un L. Moi, je vais utiliser L majuscule. OK? Donc, la taille de mon carré, c'est L majuscule. Fait que toute cette distance-là que j'avais mis en rouge et que je viens d'effacer, c'est L majuscule. Ensuite, fois sin. Bon, j'aurais dû garder ça. Donc, ça, c'est ma distance L. Mon angle. Là, attention, il ne faut pas prendre le 30 degrés. Parce que tu dois prendre l'angle entre ce que j'ai tracé en rouge, qui est mon petit R, et la force. Donc, ma force de tension, elle est comme ça. Fait que c'est cet angle-là que je devrais utiliser. Donc, c'est un 90 plus 30 degrés. Donc, comprenez que c'est 120 degrés dans ce cas-ci. Sin de 120 degrés. Remarquez qu'on aurait pu prendre 180 moins 120, c'est-à-dire 60. Ça aurait donné exactement le même résultat. Donc, sin de 120. Pour ce qui est de la force gravitationnelle, ça va être positif parce que cette force gravitationnelle-là aurait tendance à faire tourner mon carré en sens anti-horaire, quel sens positif. Donc, plus masse du carré fois G, fois petit r. Là, encore une fois, il faut réfléchir un petit peu. Petit r, tiens, je vais le faire en bleu pour FG. Petit r, c'est la distance entre l'axe de rotation et FG. Donc, c'est ça la distance. Donc là, vous voyez que cette distance-là, je ne la connais pas. Je ne l'ai pas du tout, cette distance-là. Par contre, je peux la trouver en l'exprimant en fonction de la grandeur de mes côtés du carré. Okay? Donc, je vais le faire ici à côté. Donc, mettons là mon carré. Je vais faire des belles lignes droites pour que ça ait du sens. Je vais le refaire ici. Là. Donc, ça, c'est la hauteur de mon carré. Ça, c'est la base de mon carré. Et, en fond, je vais prendre l'hypoténuse ici. Là. Dans le fond, mon hypoténuse, elle est comme ça. Là. OK? Fait que tu sais que ma force gravitationnelle est ici. Là. Elle est en plein milieu de l'hypoténuse du triangle qui relie la hauteur de mon carré et la base de mon carré. Ça donne que cette hauteur et cette base-là, c'est un carré, donc c'est la même valeur. C'est L majuscule. J'ai un angle droit ici. Fait que ce que je vais commencer par faire, c'est trouver la grandeur de mon hypoténuse et je vais diviser par 2 parce que je veux cette distance-là qui est ma distance R en bleu qui est ici. Okay? Donc, c'est ça le plan de match. Donc, mon hypoténuse au complet, donc mon grand accolade ici, ben c'est L à la 2 plus L à la 2 racine carrée. Donc, ça, c'est 2L carré racine. Donc, c'est L fois racine de 2. Ça, c'est toute mon hypoténuse. Mon côté bleu, pour pas qu'on se mêle, je vais le faire en bleu ici. Ben, c'est ma grande distance divisée par 2. Donc, c'est L fois racine de 2 divisé par 2. Ça, si je réduis, c'est l'équivalent de L divisé par racine de 2.
Je suis sûr que vous avez vu ce genre de simplification-là en mathématiques là, auparavant. Hein. C'est juste de simplifier les exposants. En haut, on est 2 à la 1/2, puis en bas, c'est 2 à la 1. Donc, tu soustrais les exposants, il reste donc 2 à la 1/2 au dénominateur. Comme ça. Fait que ça, c'est mon petit R là, pour la force gravitationnelle ici. Donc, je reviens ici. On a dit c'est L divisé par racine de 2. Ensuite, le calvaire n'est pas terminé parce que j'ai encore un angle à aller trouver. Donc là, mon angle, c'est l'angle entre R, en bleu, et la force. Cet angle-là. Cet angle-là, il sera de 45 degrés parce que, encore une fois, il faut réfléchir un petit peu, ben, j'ai un angle droit ici et la base de mon triangle, ici délimité par ça, ça et ça, ben, la base du triangle, c'est L sur 2. La hauteur du triangle, c'est L sur 2. Donc, c'est un triangle isocèle. Donc, ça veut dire que les deux angles qui me restent, lui que je cherche et lui ici, doivent avoir la même valeur, c'est-à-dire 45 degrés, pour respecter que c'est un triangle isocèle et pour respecter que la somme des angles intérieurs d'un triangle, c'est 180 degrés. Fait que j'ai pas le choix. Il faut que mon angle soit de 45 degrés pour que ça fonctionne. Donc, sin de 45, tout ça égale à 0. J'ai la valeur L majuscule de chaque côté dans chaque terme, c'est-à-dire, donc je peux diviser de chaque côté de l'équation par L majuscule, ça va annuler les L majuscules, et le but de l'activité ici, c'était de venir isoler T, la tension. Donc je l'isole, j'envoie tout du côté droit, puis je divise par moins sin de 120, là. Donc on va avoir mg sin de 45. On n'oublie pas mon racine carrée de 2 qui est en bas. Et j'ai divisé par sin de 120, comme ça. Et là, il y a certaines choses qu'on peut simplifier. Pas beaucoup, là, mais sin de 45, c'est un chiffre, tu peux le remplacer. Sin de 120, c'est un chiffre, tu peux le remplacer. Et racine carrée de 2, c'est aussi un chiffre, tu peux le remplacer. Fait que ce que ça va te laisser, c'est la tension dans la corde est égale à 0,577 fois mg. Au fond, j'ai juste gardé M et G comme étant des paramètres qu'on ne connaît pas. Bien que G, à la surface de la Terre, on connaît. On aurait pu remplacer, mais le livre donne cette réponse-là, 0,577 fois mg. Et c'est ma réponse de tension dans la corde.